Espace TV, le 22h. Nous sommes mardi 2 novembre. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, le putsch du 5 septembre dernier a donné une santé à l'économie guinéenne. La décision de geler les comptes publics aurait permis à la Guinée de se désendetter de plus de 1000 milliards de francs guinéens. C'est le gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé, qui l'a fait savoir ce matin dans les grandes gueules. Un enfant a rendu l'âme dimanche dernier après avoir été circoncis avec deux autres de ses frères. L'acte s'est passé dans une clinique à Kisoso, dans la commune de Matoto. L'infirmier est accusé d'avoir utilisé un matériel souillé sur les trois enfants. Il a été mis aux arrêts. Dans l'angle de ce mardi, on s'intéresse à un ressortissant guinéen vivant en Allemagne. Il s'agit d'Ibrahima Sori Touré qui a décidé de venir au secours des plus démunis à travers son ONG. Ce SOS vient répondre à l'une des sollicitations du CNRD à la diaspora guinéenne. Bienvenue à tous. L'État guinéen s'est désendetté de plus de 1000 milliards de francs guinéens. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Luceni Nabé, interrogé sur le dégel des avoirs des anciens gouvernants et gouverneurs de la Banque centrale de la République de Guinée, a expliqué que cela était une nécessité pour faire fonctionner certains services de l'administration. Rosaline Goto-Monemo pour plus de précisions. Au lendemain de la prise de pouvoir, le CNRD a annoncé le gel des comptes de nombreux dignitaires du régime Condé. Certains services doivent fonctionner sans rupture, c'est pourquoi il a été décidé d'en dégeler certains. Depuis ce dégel, de grands décaissements ont été opérés par certains services. Pour le gouverneur de la Banque centrale, la vérification ne relève pas de son institution. C'est que si on constate qu'il y a des décaissements qui ont été effectués à une certaine vitesse, c'est de demander où ces décaissements sont partis. Aujourd'hui, les ministres sont en train d'être nommés, je crois que beaucoup de ces ministres sont nommés, et il leur appartiendra, en relation avec d'autres structures de l'État, de vérifier quelle utilisation a été faite de ces montants. Le gouverneur de la Banque centrale trouve que depuis un certain moment, la monnaie guinéenne est devenue plus forte et cela est apprécié sur le marché des bureaux de change. À l'en croire, le changement de régime a eu un impact sur l'économie nationale. Du 5 septembre à date, l'État s'est désendetté auprès de la Banque centrale de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs guinéens. 1000 milliards 1000 milliards de francs guinéens. Comme conséquence, le franc guinéen qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, s'est apprécié. Aussi bien au marché des bureaux de change qu'au marché interbancaire bilatéral de devises de la Banque centrale. La Banque centrale projette une monnaie numérique. Dès l'année prochaine, une opération pilote sera mise en place. Nous avons déjà entamé des discussions avec un partenaire des contours de cette monnaie numérique de Banque centrale. C'est-à-dire une monnaie qui peut être détenue par le plus large public possible, qui détiennent leur monnaie au lieu dans le portefeuille, mais qui est un portefeuille électronique qui puisse faire des paiements sans terminaux de paiement électronique. Se limiter au gel des comptes n'est pas bon. Il faut aller plus loin en arrêtant toutes les écritures par les corps de contrôle constitués notamment de l'inspection générale d'État, l'inspection générale de finances ou encore la Cour des comptes. Cette proposition est celle d'un inspecteur général d'État à la présidence reçu ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules. Pour lui, il faudra auditer la gestion du régime Condé avant que les membres de la transition ne commencent leurs activités. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Il est inspecteur d'État à la présidence et ancien ministre du contrôle d'État dans le gouvernement du capitaine Moussa Dadis Camara. Dès les premières journées de la prise du pouvoir par le CNRD, des comptes de certains départements et institutions ont été gelés. Une mesure certes appréciée, mais pas suffisante selon lui. Les corps de contrôle devraient arrêter toutes les écritures. À la prise de pouvoir, il était nécessaire d'arrêter toutes les écritures de tous les comptes de la Banque centrale et des autres entités. En fait, pour savoir à date, au 5 septembre, qu'est-ce qu'il y avait dans les comptes, en devises, en francs guinéens, en quantité d'or, etc.
c'est un trait qu'on tire. Ensuite, commence autre chose. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Ça, ils peuvent le rattraper. Ceci pourrait donc être un handicap dans la gestion du CNRD, même si un audit a posteriori pourrait être fait après les 2 premiers mois de gestion. Il faut faire, disons, l'arrêt des écritures par les corps de contrôle constitués, soit l'inspection générale d'État, soit l'inspection générale des finances, soit la Cour des comptes. Mais ça doit être fait, c'est nécessaire. Sinon, on patauge. Il faut toujours séparer les gestions d'un trait rouge. La gestion antérieure, c'est la gestion intérieure qui doit être séparée de la gestion nouvelle. Sans cela, l'anarchie, la gabégie, la corruption, le détournement pourraient continuer dans les différents départements et institutions. Le renouvellement de la classe politique au cœur d'un débat au siège du parti UDI à Conakry, la rencontre a mobilisé de nombreux jeunes qui considèrent que l'heure est à la prise de leur destin en main. Il faut rappeler que ce cadre d'échange intervient au moment où les commentaires sur la représentativité de la jeunesse au Conseil national de la transition vont bon train. Djibril Ba décrypte les images d'Ibrahim Souri Kamara. Ils sont pour la plupart âgés d'une vingtaine d'années. Motivés par le Forum national des jeunes des partis politiques, ils sont accueillis par le Parti de l'Union pour la défense des intérêts républicains. Des échanges ont porté essentiellement sur le cas de la jeunesse. On a parlé de la place des jeunes au sein des partis politiques, comment essayer de les mettre aux prises de décision et surtout parler de jeunesse en politique. Au parti UDIR, la voie est déjà balisée. Pour son président, le rajeunissement de la classe politique est fondamental. Je suis enchanté de le dire. Ce n'est pas une honte ni un gêne, mais plutôt être fier de voir qu'il y a de dignes héritiers qui seront là pour amorcer cette dynamique et continuer la dynamique que nous avons amorcée. La classe politique actuelle, dans sa globalité, est vieille, pas du tout inspirée, précisent ces jeunes. Pour eux, s'approcher auprès des formations politiques les plus récentes peuvent être un bon exemple à suivre. Si vous prenez le Sénégal, Ousmane Sonko n'a pas attendu qu'il y ait une loi pour éliminer tous les autres pour être la deuxième force politique du Sénégal. Il est descendu sur le terrain, il s'est battu. En Ouganda, Bobi Wine, la même chose. Vouloir, c'est pouvoir. Le chemin à suivre est à la fois difficile et funeste, surtout en Afrique. Reste à savoir s'il sera atteint par ces jeunes. Prise à l'USTG, le bras de fer opposant Abdoulaye Kamara et Abdoulaye Sow est loin de connaître son épilogue après que la Cour d'appel de Conakry ait rendu un arrêt interdisant Abdoulaye Sow de s'exprimer dorénavant au nom de l'USTG. Son avocat a conféré ce mardi avec des journalistes. Maître Salif Beyavogui affirme clairement que ce qui arrive aujourd'hui à l'USTG n'est pas une première. Il a jugé injuste la décision prise contre le client. Compte rendu, Yenebemba Koulibaly, Aboubakar Din Kamara. Dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel, Abdoulaye Sow est sommé de libérer le siège de la centrale qu'il occupait depuis 3 ans. Il est également interdit de ne pas s'exprimer au nom de l'USTG, ce que l'avocat d'Abdoulaye Sow trouve injuste. Il faut rétablir la vérité. Nos concitoyens pensent que M. Abdoulaye Sow, c'est de but en blanc qu'il s'est déclaré secrétaire général de l'USTG. Non. Il a été régulièrement élu sur la base des textes, sur la base de la réglementation, à la suite d'un congrès tenu au Palais du Peuple. L'avocat du client condamne fermement l'invalidation de l'élection d'Abdoulaye Sow par l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Conakry. Une élection ne peut pas être régulièrement tenue qui concerne plusieurs syndicalistes, qui concerne une centrale syndicale et qu'on vienne banalement la défaire comme c'est le cas. Nous avons demandé que le dossier parte à Cancan, nous n'avons pas été suivis. Nous avons fait le recours devant la Cour suprême. En principe, tout devait s'arrêter jusqu'à ce qu'au moins la Cour suprême tranche sur la compétence. Maître Salifou Beyavogui a rendu hommage aux anciens syndicats qui ont d'ailleurs été les pionniers de cette structure. Ce procès verbal a été signé. Le président d'honneur, Maître Mohamed Traoré, à l'époque bâtonnier de l'ordre des avocats, et ex-secrétaire général de l'USTG, paix à son âme, qui seul avait qualité de convoquer et d'organiser un congrès pour l'élection
du bureau qui va le succéder. Difficile de savoir pour l'heure si les deux parties finiront par s'entendre. Je vous le disais au sommaire, dans une clinique à Kisosso, dans la commune de Matoto, un infirmier est accusé d'avoir circoncis 3 enfants avec un matériel souillé la semaine dernière, un objet qui aurait infecté les 3 enfants et le plus petit en a rendu l'âme quelques jours après l'opération. À ce jour, les autres enfants sont admis au service de pédiatrie de l'hôpital Ignazdine. Ali Batara Kamara et Amara Alex Silla ont recueilli le témoignage du père de famille. Suivez. C'est un infirmier évoluant dans un établissement privé qui aurait circoncis 3 enfants avec un matériel souillé. L'acte s'est déroulé à Kisosso, dans une clinique où ce père de famille a envoyé ses 3 enfants dont l'âge varie entre 4 et 10 ans. Quelques jours après leur circoncision, les enfants ont développé des signes de tétanos. Donc c'est une maladie qui est très grave et qui est souvent contractée à l'occasion d'une plaie qui est provoquée par un instrument qui est souillé. 3 jours après, ils ont contracté la maladie et malheureusement, il y a un qui est décédé au cours de la maladie dans un tableau d'insuffisance respiratoire, ce qui est tout à fait typique dans les cas de tétanos. Amadou Bailo Diallo, c'est le nom de l'enfant qui n'a pas survécu aux effets du tétanos. Le père de famille ne compte que sur l'assistance des personnes de bonne volonté pour sauver les 2 autres vies qui sont admises au service de la pédiatrie de l'hôpital national Ignazdine. Je demande à tout le monde de me venir en aide pour sauver mes 2 petits-enfants qui sont dans un état critique. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas et le plus jeune est décédé. Pour être apte à traiter un patient, il faut remplir quelques critères en médecine, insiste le professeur Hassan Ba. Dans les quartiers, ils sont nombreux ces médecins qui ne se soumettent pas à ces conditions. Pour y remédier, ce médecin légiste pense qu'il faut sévir afin d'assainir le secteur de la santé. Il est clair aujourd'hui que c'est un tétanos qui a été provoqué par l'acte qu'il a commis. Il appartient maintenant aux juges et aux magistrats de suivre la procédure et de sanctionner. L'infirmier en question serait à la disposition des forces de sécurité. Les nouveaux bacheliers session 2021 connaissent désormais leur filière. Si certains sont enthousiastes de commencer les cours, d'autres ne le sont pas. Ce sont ceux-là qui se plaignent de n'avoir pas été orientés dans leur filière de choix. Nos reporters Aminata Massile Bangoura et Ousmane Sissé sont allés à leur rencontre. Suivez. Les résultats des orientations des bacheliers session 2021 dans les institutions d'enseignement supérieur, les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été publiés lundi sur l'ensemble du territoire. Ces admis ont hâte de découvrir le quotidien d'un étudiant. Je me réjouis de l'orientation puisque c'est ce à quoi je m'attendais. Toute ma vie, je n'ai pensé qu'à la médecine, raison pour laquelle j'ai travaillé pour que je sois aujourd'hui en médecine. Bien que le test se soit passé un peu difficile, moi on s'est en sorti aujourd'hui, on est admis, ils m'ont orienté en médecine. Se retrouver parmi les admis était déjà pour eux le plus grand bonheur, mais l'euphorie a été d'une courte durée, car les résultats de l'orientation sont venus gâcher l'ambiance. Ils n'ont pas été orientés dans leur département de choix. Mon premier choix, c'était vraiment la médecine. Et bon, j'ai été orientée en pharmacie. Bon, sérieusement, quand un élève bosse sérieusement, durement comme ça, il faudrait respecter ses choix. Surtout avec la moyenne que j'ai obtenue. Je ne suis pas satisfait de mon orientation. Parce que oui, on nous a demandé de faire un test de médecine. J'ai fait le test de médecine. Avec une bonne moyenne. Nous avons fait des choix. Les premiers choix de tout un chacun avaient été... Certains avaient choisi la pharmacie, mais d'autres comme nous avons choisi la médecine. S'il vous plaît, de respecter nos choix. Parce que c'est vraiment essentiel. Il y a la conviction, il faut respecter la conviction. On ne peut pas amener quelqu'un en pharmacie qui ne veut pas faire la pharmacie, ça ne sert à rien, il ne va rien comprendre, parce qu'il ne veut même pas suivre ça. Des cris de cœur qui ne seront malheureusement pas entendus, estime-t-il.
L'Action citoyenne de la diaspora ACD était devant les médias ce mardi pour se prononcer sur les défis de la transition en cours et proposer des pistes de solutions pour sa réussite. Ils ont pris soin de consulter des cabinets et des firmes devant permettre un accompagnement dans la concrétisation des projets. Mamadou Sadio Baldé, explication. Les membres de l'Action citoyenne de la diaspora, basés pour la plupart aux États-Unis, sont des experts dans leur domaine d'activité ou bien travaillent avec des cabinets. Contrairement à certains qui cherchent des postes près de la junte, plutôt, ils proposent des services aux autorités guinéennes. Pour la réussite de la transition, ils proposent l'organisation des audits, la stratégie de lutte contre la corruption, la conception d'un fichier électoral, la réforme de l'administration publique, entre autres. Informatisation du système éducatif. 7. Informatisation du système de santé. Amara Konaté est à la fois un militaire et policier aux États-Unis. Il rentre d'une mission au Koweït au compte du gouvernement américain. Une fois en Guinée, il se sent perdu. Aujourd'hui, moi je suis confus dans mon propre pays quand je vois des militaires porter des tenues de combat de guerre américaines, allemandes. On ne reconnaît même plus cette armée ou la police, tout est confondu. Il propose des tenues distinctes de la police pour chaque commune. Pourquoi ne pas trouver des tenues uniquement pour la commune de Kaloum et les policiers servant dans la commune de Kaloum, ainsi qu'à Dixine, ainsi qu'à Ratoma, ainsi qu'à Matoto et vice-versa dans l'intérieur du pays. C'est la meilleure façon et que chacun respecte sa juridiction. Former des jeunes, puis les accompagner dans leurs projets, le pouvoir est invité à valider les services proposés. Nous allons apporter un appui aux porteurs d'initiatives potentiellement créatrices d'emplois pour les jeunes. Et ensuite, nous avons dit qu'on va favoriser aussi l'accès au crédit des jeunes porteurs de projets. La brigade spéciale de protection des personnes vulnérables vient de mettre le grappin sur 3 présumés violeurs. 2 d'entre eux ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été déférés devant les tribunaux compétents. Compte rendu Mamadou Kalisso, Ibrahim Souri Kamara. Les cas de viol se multiplient à travers le pays. Les sensibilisations et la poursuite des présumés violeurs tardent à produire des résultats satisfaisants pour le moment. 3 présumés violeurs, dont un mineur, ont été mis aux arrêts par la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Ils ont été présentés aux médias ce mardi matin. 2 d'entre eux ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le 3e accusé, lui, nie catégoriquement. Oui, j'ai été accusé de viol. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Non, je ne reconnais pas les faits. Je ne suis pour rien, moi. Là, je ne suis pour rien. C'est un beau matin comme ça, son frère est venu me prendre avec une gendarme. Et puis sans préavis ni rien. Toutes les 3 victimes sont mineures, selon ces officiers de la police judiciaire. L'un des viols, avec séquestration, a abouti à une grossesse. La victime n'a que 15 ans, nous apprend-on. Le premier cas, le monsieur a été pris à Cancan, le chauffeur du bus. Ça fait 3 jours depuis qu'il est pris. Il est venu ici le dimanche. Il a été pris là-bas et on l'a envoyé ici le dimanche. Le 2e cas, c'est hier qu'on a mis main sur lui. Ça, c'est à Koloma. Le 3e cas, lui, là aussi, ça fait 2 jours. Après présentation, tous les accusés ont été déférés devant les tribunaux compétents pour répondre de leurs actes. L'organisation de secours aux handicapés guinéens OSH Guinée a tenu ce mardi une journée de plaidoyer en faveur des enfants handicapés et la présentation des œuvres d'art réalisées par ces tout-petits. L'objectif est de collecter des fonds pour investir dans leur scolarisation. Bernard Koundouno et Alcini Kamara. En Guinée, 70% des personnes atteintes de handicap ne sont pas scolarisées. C'est pour inverser cette tendance que l'ONG OSH Guinée plaide auprès des autorités afin de garantir à ces êtres démunis, notamment les enfants, un avenir meilleur. Vraiment promouvoir le savoir-faire des enfants handicapés, comme vous le voyez tout à l'heure, les tableaux que ces enfants ont dessinés. Maintenant, après la promotion des savoir-faire de ces enfants, et après, on va vendre ces œuvres d'art pour accompagner les enfants dans leur scolarisation et le maintien à l'école.
La présentation des œuvres d'art réalisées par ces handicapés et leur exposition, preuve de leur potentialité à attirer l'attention des partenaires qui comptent bien les accompagner. Nous avons été l'organe qui a invité, ou bien qui a participé à la fondation même de Ross Guinée pour les soutenir, pour qu'ils puissent nous aider à atteindre notre objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que les personnes porteuses de handicap puissent se développer, puissent aussi s'exprimer sans aucune contrainte, puissent être pris en compte, tant au niveau stratégique qu'au niveau déconcentré. Outre ces ONG partenaires, le ministère de l'Action sociale, par sa présence, vient soutenir les actions menées par Roche Guinée en faveur des handicapés. C'est une très belle initiative quand les personnes handicapées elles-mêmes prennent leur destin en main et se disent que vraiment le handicap ne doit pas être une barrière. Il faut qu'on avance et comme les autres, on peut faire plus que les autres. Roche Guinée compte lancer une campagne de collecte des fonds pour investir dans la scolarisation des enfants handicapés. Un opérateur économique dévoile ses capacités et ses ambitions aux nouvelles autorités du pays. Il s'agit de Kerno Ibrahim Bari, DG de l'International Company of Commerce, qui a accosté un navire de 33 000 tonnes de riz pour approvisionner la population guinéenne avec un coût abordable. Ce week-end à Conakry, il a fait savoir son soutien au peuple de Guinée. Reportage Guéna Bangoura, Aliouba. Les opérateurs économiques guinéens matérialisent leur engagement à accompagner les nouvelles autorités du pays. Un navire contenant 33 000 tonnes de riz vient d'accoster au port autonome de Conakry, puis le contenu stocké dans l'un de ses entrepôts à Matam. C'est la société ICC Sarl qui est l'importatrice de cette denrée. Nous faisons du riz blanc de 25% et du riz étuvé de 5%. Nous faisons à peu près 200 000 tonnes. Au-delà de ce navire, la société annonce l'arrivée d'un autre avec une capacité de 33 000 tonnes. Kerno Ibrahima rassure les nouvelles autorités. Nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à leur appel pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse améliorer nos façons de faire. Le président de la Chambre régionale de commerce et industrie de Conakry, présent sur les lieux, témoigne la volonté et la capacité des opérateurs guinéens à servir le marché local en denrées de grande consommation. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir une action réalisée par un des opérateurs guinéens qui a décidé de démontrer sa volonté. Amadou Baldé fustige certaines réalités auxquelles font face les opérateurs économiques, notamment le mépris, le monopole industriel et d'importation et le manque de considération. Je souhaiterais que le président Doumbouya saisisse cette opportunité, cet appel des opérateurs guinéens pour redonner la valeur des opérateurs économiques, pour redonner la valeur de la Chambre de commerce de la Guinée. En dépit de ces 3 grands entrepôts qu'elle dispose, la Société internationale de compagnie de commerce entend constituer un stock de sécurité de 50 000 tonnes, mais aussi créer des points de distribution de riz dans les différentes communes et dans les préfectures du pays, rassure ce responsable. L'humanité commémore ce mardi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette journée invite donc les dirigeants du monde à se pencher sur les cas des journalistes victimes de crimes dont les coupables ne sont pas punis. En Guinée, la célébration passe inaperçue. Par ailleurs, des journalistes invitent les nouvelles autorités à assurer la protection des hommes de médias. André Mossier Milimono et Ibrahim Dekosouma pour les détails. C'est en 2013 que l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 68e session, a adopté cette résolution qui proclame chaque 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette date a été choisie en mémoire de 2 journalistes français assassinés au Mali en 2013. Ce journaliste pense que cette journée a tout son sens. Une signification symbolique, c'est que l'humanité est consciente du rôle que jouent les journalistes. Par conséquent, ils doivent être protégés. Pour le cas particulier de la Guinée, plusieurs journalistes ont été victimes de crimes dont les auteurs n'ont jamais été interpellés, regrette Sekou Pendessa.
Vous vous rappelez du cas de Chérif Diallo qu'on n'arrive toujours pas à retrouver depuis plusieurs années maintenant. Mais nous avons aussi le cas de notre confrère Koula Diallo qui a été froidement tué aux abords du siège de l'UFDG. En dépit du fait que la journée soit passée inaperçue en Guinée, notre interlocuteur fait une invite aux nouvelles autorités du pays. Peut-être de penser à organiser des cérémonies symboliques pour témoigner leur solidarité avec la presse, pour dire que tout ce qui vous arrive nous concerne. Sur le cas du journaliste Chérif Diallo, disparu il y a plus de 4 ans, ses anciens collègues de travail estiment que cette journée est également mise à profit pour rappeler à la justice guinéenne qu'ils sont à l'attente des vérités autour de sa disparition. Nous, tant que la justice ne nous aide pas à comprendre ce qui s'est passé ou ce qu'est devenu Chérif, on ne peut que nous résoudre à dire qu'il a disparu et qu'on espère pouvoir le retrouver un jour. Au cours des 10 dernières années, plus de 800 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Rendons-nous à Zérékoré où s'est tenue du 26 au 29 octobre la deuxième réunion de coordination de projets de renforcement des services de lutte contre le paludisme et le système de santé en Guinée. Cette réunion a été organisée par CRS Guinée sous financement du Fonds mondial. Ce fut aussi l'occasion pour lancer la stratégie nationale de santé communautaire dans la région de Zérékoré. Moïse Bitialama nous fait le compte rendu. C'est une rencontre qui a permis de faire le bilan de la mise en œuvre des activités au cours des 9 premiers mois de l'année de subvention du paludisme RSS en Guinée. Au bout de 4 jours d'échange, CRS et ses partenaires de la mise en œuvre ont présenté leurs performances programmatiques et financières et sont parvenus à des résultats satisfaisants. Donc nous avons été également très honorés d'avoir au plus haut niveau des représentants du ministère de la Santé qui nous ont permis d'adresser certains problèmes. Pour le lancement de la stratégie nationale de la santé communautaire, les représentants des structures sanitaires ont répondu présents. Le directeur national de la santé communautaire est revenu sur les objectifs. D'étendre une stratégie qui est déjà en cours dans certaines communes dans la région et même dans d'autres régions du pays. C'est la santé communautaire. Donc on a commencé ça par quelques communes du pays qu'on appelle les communes de convergence. L'autorité régionale félicite les partenaires et les rassure de son accompagnement pour le bien-être de la communauté des Zérékoré. C'est le lieu et le moment de saluer et de féliciter tous les partenaires techniques et financiers dans la mise à l'échelle progressive et rapide vers une couverture sanitaire universelle dans notre région. Le programme national de lutte contre le paludisme constate que la maladie recule dans le pays. Mais il n'en demeure pas moins que la poursuite des efforts doit continuer pour sauver la vie de nos communautés qui sont encore très exposées. Le journal se poursuit à présent, le grand angle. En prenant le pouvoir le 5 septembre 2021, le CNRD avait demandé l'aide de la diaspora pour développer le pays. Un appel qui a résonné dans bien des oreilles et plus particulièrement dans celle de Ibrahim Souri Touré. Il a 47 ans, il vit en Allemagne et depuis 2012, il est dans l'humanitaire avec des Allemands. Il a créé Help for Guinea, une ONG qui vient au secours des orphelins et des handicapés grâce à des cotisations. Son ambition est de faire plus que la diaspora sénégalaise qui a déjà réussi à transformer des villages en villes. Mamadou Saluba, Djibril Kabakamara. Nous sommes à Ourossogui, dans la région de Matam, au Sénégal. Ici, la plupart des infrastructures, comme ce dispensaire, ce forage ou encore ce lycée, sont construites par la diaspora qui chaque année finance aussi des projets routiers et agricoles pour le bien des Sénégalais restés au pays. J'ai ainsi démissionné de mon poste d'ingénieur chez Natixis Paiement en France
fermer ma société pour venir ici au Sénégal et investir dans mon pays. En Afrique subsaharienne, la diaspora sénégalaise est considérée comme la plus importante, la plus efficace de toutes. Et en Guinée, depuis quelque temps, un homme est en train de faire mieux. Ibrahima Sori Touré, un Guinéen vivant en Allemagne. Depuis 2012, quand il rentre en Guinée, c'est tout un monde qui court derrière lui. Et rien d'étonnant, car il fait partie des fondateurs de cette école La Lumière qui reçoit uniquement des handicapés, des orphelins. Au début, ce n'était même pas tellement cher. On n'avait pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a commencé avec une classe. Donc, la salle de classe, ça nous a coûté juste le mois 200 000 la location. C'était une petite salle. Au début, Ibrahima Sori Touré a commencé avec un peu plus de 30 élèves. Aujourd'hui, c'est 215 enfants issus des familles démunies qui construisent ici leur avenir. Une formation 100% gratuite, une cantine et un hébergement assurés par l'école depuis sa création en 2015. C'est un geste qu'il faut donner à la population, à la Guinée. Et si les moyens nous permettent, nous voulons faire beaucoup de choses. Parti en Allemagne à 21 ans, Ibrahima Sori Touré s'est construit une vie dans le sport. Très rapidement, et avec sa femme allemande, il trouve l'idée de créer une ONG pour venir en aide aux plus nécessiteux. Sur 72 membres aujourd'hui, il est le seul Guinéen et chaque fois, ils font des cotisations pour la Guinée. La cotisation est annuelle, donc ça coûte seulement que 25 € par mois, par an. Donc, mais ça, c'est le minimum. Il y a les Allemands qui payent régulièrement les 25 €, il y a d'autres qui payent 50 € par mois parce qu'ils ont la possibilité. Et il y a d'autres qui nous fassent aussi mensuellement un don qui va descendre à 1 000 €. Avec ses cotisations et ses dons en provenance de l'Allemagne, Ibrahima Sori Touré a mis en marche son rêve. Ce matin-là, comme depuis la fondation de l'école, il envoie 2 médecins pour consulter les enfants. Toutes les classes, de la première à la 6e, sont concernées. Un acte généreux qui émeut la directrice de l'établissement. Il n'est pas facile de prendre les enfants en charge, les enfants qui ne viennent pas directement de toi, qui ne sont pas liés biologiquement avec toi, et tu les prends en charge comme ça. Ça, c'est un grand courage. Et vraiment, je lui remercie et je l'encourage. L'année scolaire 2020-2021, l'établissement a eu 100% d'admis à l'examen d'entrée en 7e. Une fierté pour les fondateurs de l'école qui mesurent l'importance de leurs actions. On voit déjà une reconnaissance de la part des enfants envers nous. Donc dès que ma voiture se gare, les enfants ils viennent, ils crient, ils viennent se jeter sur moi. Je pense que ça me réconforte. Et cette reconnaissance motive encore son ONG à faire plus qu'une école. Aujourd'hui, il nous amène à Mafreya, à 75 km de Conakry, où il a acheté plus de 10 parcelles. Ici, Touré et son ONG veulent construire un orphelinat unique en Guinée. On a trouvé 10 parcelles ici pour construire un complexe scolaire et autrement dit un campus scolaire pour les enfants des personnes handicapées, pour les orphelins, pour les enfants qui n'ont pas ou dont les parents n'ont pas la possibilité de financer les frais scolaires. Donc nous voulons d'abord commencer par salle de classe, c'est-à-dire la première année jusqu'en 6e année. Et les enfants viendront ici, ils vont avoir un enseignement gratuit. Sur le site sera aussi construit un centre de formation en couture et coiffure, une salle de conférence, un centre de danse et de musique. Coût total du projet, 100 millions €. Avec 2 membres de Health Free Guinea, il inspecte les travaux et réaffirme sa motivation d'aider le pays à sortir de la pauvreté. Si je reste au niveau de ma propre personne, je suis un peu égoïste, c'est l'esprit égoïste. Donc pour changer cela, je pense à mon pays, à ma nation, d'où mon origine est. Donc c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il faudrait retourner à ce que j'ai eu de la Guinée.
Donc je suis né ici, grandi ici, jusqu'à 21 ans, j'ai fait le baccalauréat en Guinée. Donc tout ça, c'est que la Guinée m'a donné, donc il faut le retourner. Depuis 2015, chaque mois, Ibrahima Sori Touré reverse une partie de son salaire aux orphelins et handicapés de son pays. Aujourd'hui, son ambition, c'est faire plus qu'un orphelinat. Et ici, ils appellent les Guinéens à le rejoindre pour surpasser la diaspora sénégalaise qui a transformé des villages en villes. Si on demande 10 enfants guinéens, peut-être tous les 9 enfants diront que mon pays de rêve c'est ailleurs, il ne dira pas la Guinée. Donc pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas de perspective ici, ils n'ont pas d'initiative et c'est difficile pour eux d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Donc si nous qui sommes à l'étranger, tous les Guinéens qui sont à l'étranger, si on se donne les mains, on se comprend, on pourra apporter de l'aide de l'Europe ici pour pouvoir mettre ça à la disposition de la jeunesse guinéenne, de tous les Guinéens. Dans un an, Touré et son ONG veulent sortir ici un orphelinat jamais construit dans le pays. Ils sont convaincus que seule la formation et l'entraide peuvent aider à lutter contre le chômage et la pauvreté en Afrique. Voilà, merci à Mamadou Saliouba et Djibril Kaba Kamara pour ce grand angle. C'est toujours un bonheur pour nous de vous servir. Merci à tous pour la constance. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.